Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. On croit parfois qu'un tableau représente une mère et son enfant. Puis, on lit son titre, Rose et Lys. Et là, on se demande soudain si les véritables personnages ne seraient pas les fleurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé devant cette toile de Mary Fairchild MacMonnies au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. J'étais monté à Rouen rendre visite à ma cousine Madeleine. Nous nous voyons à peu près une fois par an, ce qui nous laisse largement le temps d'accumuler des anecdotes inutiles et des douleurs articulaires inédites. Madeleine habite rue du Gros Horloge depuis si longtemps que je soupçonne les pavés de lui dire bonjour quand elle descend acheter son pain. Elle prétend n'avoir que 72 ans. Son gâteau aux poires, lui, en a facilement 120. Il suit exactement la recette de sa grand-mère et pourrait probablement survivre à une inondation. Nous avons bu un thé si fort qu'il aurait pu réveiller un Loir narcoleptique. Nous avons évoqué les cousins disparus, les voisins encore plus disparus, et les crises de rhumatisme qui, chez elle, respectent un agenda des plus chaotiques. En repartant, je me suis dit que le musée des Beaux-Arts n'était qu'à quelques pas. Je connais bien ce musée. C'est Louis Sauvageot qui l'a dessiné à la fin du XIXe siècle, avec ses deux grandes ailes bien sages, presque symétriques comme deux voisines qui se salueraient poliment depuis 150 ans. Et puis, tout de même, il abrite après Paris l'une des plus belles collections impressionnistes de France. J'entrai donc et je flânais sans méthode, ce qui est ma manière préférée de visiter un musée, et sans idée particulière, mais pas m'ont mené devant un tableau devant lequel je suis resté plusieurs minutes. Une œuvre de Mary Fairchild MacMonnies datée de 1897. Une jeune femme, vêtue d'une robe blanche éclatante, posait près d'un petit landau en osier dans un jardin débordant de fleurs. On entendrait presque les abeilles si les musées autorisaient les bourdonnements. Dans ce véhicule gracieux, une fillette blonde toute de rose vêtue. À côté d'elle, une petite poupée semblait monter la garde avec le sérieux d'un général en jupon. La fillette se tournait vers moi avec un regard que seuls les enfants savent lancer, un mélange d'espièglerie, de confiance et de curiosité. Ah, ce regard, je l'ai reconnu immédiatement. C'était exactement celui de Lucie lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans et qu'elle venait de faire une sottise sans encore savoir si elle allait me l'avouer. Les yeux pétillaient avant même le sourire. On y lisait à la fois « Je suis innocente » et « Tu ne devineras jamais ». Lucie possédait cette faculté capable de transformer n'importe quel papa en détective incompétent. Je me suis approché du tableau. Cette main posée sur le landau, je l'avais déjà vue. Emma avait aussi cette façon très particulière de poser ses deux mains sur les poignets, comme si le simple fait d'être là suffisait à rassurer le monde. Puis elle imprimait un mouvement si léger qu'on aurait dit que c'était Lucie qui berçait sa mère. On ne pense jamais à demander pourquoi les gens qu'on aime ont ces petits gestes. On croit qu'ils seront toujours là et puis un jour, on se surprend à les trouver dans les tableaux. Derrière les deux personnages de la toile, l'artiste avait représenté des lys et des roses. Une véritable mer de fleurs. J'ai aussitôt cherché le cartel. Je m'attendais à lire La promenade ou La mère et l'enfant ou quelque chose dans ce goût-là. Mais que nenni, il était écrit Rose et Lys. J'ai levé les yeux vers la toile une deuxième fois. Ah bon, me suis-je dit, ce seraient donc les fleurs qui donnent leur nom au tableau. Cela m'a occupé l'esprit pendant un bon moment, parce qu'en vérité, les personnages sont au premier plan, les fleurs, elles, sont derrière. Pourquoi diantre choisir ce qui semble être l'arrière-plan plutôt que ce qui nous saute aux yeux ? J'ai regardé plus attentivement. Les lys dressaient leurs longues corolles blanches comme des cierges joyeux. Les roses, elles, parsemaient le jardin de petites flammes parmes et rouges. Peu à peu, j'ai compris que ce jardin n'était pas un décor. Il enveloppait les personnages comme une mémoire entoure une existence.
Mary Fairchild connaissait les jardins de Giverny. Américaine, elle était venue étudier à Paris, à l'Académie Julian, l'une des rares écoles où les femmes pouvaient alors suivre une véritable formation artistique. Elle s'était battue pour avoir accès à l'étude du modèle vivant, privilège longtemps réservé aux hommes. Puis elle avait rejoint avec son mari sculpteur cette étonnante colonie d'artistes américains installés autour de Claude Monet. Là-bas, les fleurs n'étaient jamais seulement des fleurs. Elles étaient une manière de mesurer le temps, de retenir la lumière avant qu'elle ne s'échappe. Alors, j'ai repensé à Lucie, enfin, à la petite Lucie. Elle devait avoir 4 ans lorsqu'une de ses tantes lui avait offert une poupée en chiffon. Elle l'avait immédiatement baptisée Hortense. Pourquoi Hortense ? Je n'en ai jamais rien su. Les enfants donnent parfois à leurs poupées des prénoms qui semblent sortir directement d'un bottin de 1893. C'est un mystère que les psychologues devraient peut-être étudier. Hortense, donc, possédait une robe jaune un peu passée, un œil qui regardait légèrement vers la gauche et des cheveux de laine qui évoquaient davantage un vieux balai municipal qu'une coiffure de princesse. Pourtant, aux yeux de Lucie, elle était d'une beauté solaire. Hortense participait aux repas, aux voyages, aux consultations médicales pour de faux. Elle regardait même les dessins animés avec une gravité remarquable. Aujourd'hui encore, figurez-vous qu'elle habite toujours la chambre de Lucie. Elle partage simplement l'espace avec un ordinateur portable, quelques livres de lycée et un casque audio. Les générations cohabitent mieux dans les chambres d'adolescentes que dans les assemblées nationales. En regardant la poupée peinte par Mary Fairchild, je me suis demandé ce qu'était devenue celle de la petite fille du tableau. Existe-t-elle encore quelque part ? Est-elle rangée dans une malle américaine ? A-t-elle disparu depuis plus d'1 siècle ? Ou bien est-ce seulement cette peinture qui lui permet encore d'exister ? Et voilà que ma question sur le titre revenait. Pourquoi rose et lys ? Peut-être parce que les fleurs sont les premières à faner. Peut-être aussi parce qu'elles reviennent chaque année. Les enfants grandissent une seule fois, les mamans vieillissent sans recommencer. Les poupées, elles, attendent patiemment sur une étagère qu'une mémoire les réveille. À cet instant, j'ai compris que le tableau ne parlait peut-être pas de ce qui dure, mais de ce qui revient. Les souvenirs sont ainsi. On croit avoir oublié un visage, et puis un parfum, une chanson, un vieux jouet ou le nom improbable d'une poupée suffisent à rouvrir tout un jardin. La petite fille continuait de me regarder avec son sourire tranquille. Sa maman semblait balancer doucement le landau sans jamais vouloir s'arrêter. Les lys continuaient d'éclore, les roses continuaient de parfumer un été qui ne finirait jamais. En quittant le musée, je me suis dit que Mary Fairchild avait raison. Si elle avait appelé son tableau « La mère et l'enfant », j'aurais admiré une scène de famille. En l'appelant Rose et Lys, elle m'a obligé à regarder tout ce qui entoure ce que nous aimons. Elle savait une chose que je commence seulement à comprendre. Les êtres que nous aimons passent un jour derrière le décor. Oh, pas parce qu'ils disparaissent vraiment, mais parce qu'ils deviennent le parfum des fleurs, la lumière d'un jardin, la façon dont une maman pose ses mains sur un berceau, ou le sourire d'une petite fille qui prépare une bêtise. Alors, on croit regarder des roses et des lys. En réalité, on retrouve ce que l'on aime. Carnet de la cuisine, mercredi 21h18, écriture de Lucie, gribouillage d'une petite poupée. Papa, tu le sais, Hortense est toujours là. Elle a toujours son œil de travers, mais franchement, je trouve que ça lui donne du caractère. Je l'ai mise en hauteur, pas pour la punir, juste parce que Pissarro commence à regarder les poupées avec un enthousiasme que je ne trouve pas très rassurant. Et tu sais quoi ? Je crois que tu as raison. Ce ne sont pas les poupées qui gardent les souvenirs. Ce sont les souvenirs qui prennent parfois la forme d'une poupée. Lucie. Post-scriptum. Si jamais tu racontes cette histoire, tu peux dire qu'Hortense avait un œil de travers. En revanche, le balai municipal, c'est franchement vexant. Elle a sa dignité quand même. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.